Bonjour Patrick Croissando. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sur le plateau ce matin pour nous parler du traditionnel rapport économique de l'IEDOM. Vous venez de publier l'édition 2021. Pourquoi l'IEDOM fait ce rapport annuel ? Ce rapport, il a une vocation première, il répond à une mission de l'IEDOM. L'IEDOM est filiale de la Banque de France dans ses grandes missions, les services à l'économie et spécificité ultramarine que l'on retrouve ici à Mayotte. L'IEDOM a pour mission elle est une mission d'observatoire économique des territoires et financiers. Et pour ça, elle se mobilise. Elle se mobilise pour fournir aux acteurs du développement économique un certain nombre d'éléments conjoncturels, structurels qui sont nécessaires à la compréhension des enjeux socio-économiques du territoire. Donc c'est l'objet. Alors, à la lecture de ce rapport, on le voit à peu près sur tous les indicateurs. L'année 2021 a plutôt été à Mayotte une bonne année économique qui a permis aux entreprises de se rattraper après une année 2020 Covidée et donc morose. Oui, c'est ça. Effectivement, 2021 a fait suite à 2020. Eh oui. Année, triste année, on s'en souvient malheureusement. Alors oui, en effet, 2021, une année plutôt bonne, en tout cas où Mayotte a fait preuve d'une bonne résilience, ce mot dont on parle beaucoup, mais là il est réel, il est vrai, il est juste. L'activité a été au rendez-vous, en progression. L'emploi, on en a parlé à d'autres reprises, l'emploi est en progression. Alors le chômage, paradoxalement, ne l'est pas, mais l'emploi progresse, mais dans le même temps, le nombre de personnes en âge de travailler progresse également. Et oui. C'est ce qui 11 000 naissances par an, forcément. Donc, et puis on va retrouver cela, je pense, dans les années à venir, parce qu'on a quand même un taux de chômage à 30%. Oui. Ça va bien, mais il y a quand même un certain nombre d'éléments structurels ici à Mayotte qui peuvent, je dirais, assombrir le tableau. La consommation des ménages était là, je rappelle, la consommation, ça reste un moteur de la croissance à Mayotte, la consommation des administrations, des ménages, des différents acteurs financiers, avec des importations que l'on a connues en augmentation, que ce soit les produits courants ou les biens d'équipement ménagers qui sont, donc là plutôt côté ménage, qui sont en progression de l'ordre de 12 à 15 à 20% pour certains produits. Les véhicules neufs, les immatriculations toujours en progression de 15% sur un an. Enfin, on a ces indicateurs-là qui sont très bons. Des importations qui, au global, et on en reparlera peut-être en parlant de 2022, sont en augmentation en 2021 de 21%, je crois. Forcément, dès qu'on consomme plus, on importe davantage parce qu'on produit quand même peu ici. Voilà, on a cette dépendance à l'extérieur, à Mayotte, qui est forte. C'est pour ça qu'on n'a pas d'indicateur direct de la consommation des ménages, qui pourrait être une enquête comme l'INSEE peut en produire. Nous avons des indicateurs indirects, les importations, les véhicules, la production de crédit consommation, qui sont des indicateurs indirects. Ces indicateurs sont tous à la hausse. Importation en valeur. On en reparlera, j'imagine, en 2022. Alors, 2021, une bonne année, mais qui s'inscrit dans une trajectoire. 2018, catastrophe. 2019, on s'en remet à peine. 2020, paf, repatatras. 2021, hop, on ressort la tête de l'eau. Et 2022, plaf, on prend la claque de l'inflation. Alors, on fait comme ça, des hauts et des bas tout le temps, sauf que d'habitude, entre chaque creux, il y a toujours 2 ou 3 années. Donc, ce qui laisse la possibilité aux entreprises de se refaire une santé et de se solidifier. Là, on le voit, c'est un an. Un an de creux, un an de haut, un an de creux, un an de haut. Finalement, ce sont des cycles qui se raccourcissent. Est-ce que nos entreprises, elles vont être suffisamment solides pour traverser ce nouveau choc de l'inflation, dont on ne sait pas quand il va se terminer d'ailleurs? Oui, on en dira un mot de cette inflation. Il y a eu une succession, en effet. 2018, puis 2020 et 2021. Alors, je n'emploie pas le mot de crise, parce que certains disent qu'on pourrait devenir dans ce modèle en crise permanente. Les mots sont importants dans tout cela. Je pense qu'effectivement, nous vivons un certain nombre de chocs économiques. Oui. Aujourd'hui, alors, en 2021, une fois encore, selon le rapport que l'on vient de publier, les entreprises restent solides.
ont vécu effectivement un choc 2020 important. Un choc 2020 qui était plus important en impact sur l'économie que 2018, ou que les crises précédentes, 2012, 2008, on s'en souvient. Les entreprises ont bien résisté. C'est peut-être là une spécificité également de notre territoire. L'activité est là, l'activité continue. Il y a un besoin lié à cette croissance qui est sur nombre d'items. La croissance ne serait-ce que de la population, donc qui dit croissance de la population dit croissance de la consommation, des besoins d'infrastructures parce qu'on est encore dans cette économie de rattrapage, mais en même temps économie de développement, économie de modernisation. Donc on voit bien, vous en parlez régulièrement ici à l'antenne, des projets qui sont là. Donc tout cela a favorisé l'activité. Donc on a une chance, c'est un territoire en progression et avec une économie particulièrement, une activité qui continue à croître, et c'est cela qui soutient aujourd'hui les entreprises. Alors, il y a eu cet accident en 2020 qui a fait que les rentabilités des entreprises ont été largement impactées, puisque là l'activité s'est arrêtée. Tant que l'activité est là, on arrive à soutenir les entreprises. Aujourd'hui, certes, on y reviendra une fois encore, des prix qui augmentent, qui nous pénalisent. Qui explosent même. Et puis on a d'autres sujets, les approvisionnements, le recrutement, etc. Enfin, on a quand même un certain nombre d'entreprises ont des handicaps. En quelques boulets au pied. Pour autant, l'activité est là. Il y en a peut-être même un peu trop, on est peut-être même un peu en surchauffe. Mais globalement, les activités et les entreprises tiennent le coup grâce à cela. Alors, dans l'un de vos précédents passages à l'antenne, vous nous aviez expliqué que, au-delà de l'activité des entreprises et de ce qu'elles pouvaient faire aussi pour elles-mêmes dépasser la crise de l'inflation, il y avait les politiques monétaires qui allaient se mettre en place au niveau européen avec la BCE et les banques nationales de chacun des pays et qui auraient pour objectif de réguler finalement par ces jeux de taux d'intérêt, de libération d'argent et autres, de libérer cette inflation. Les mois passent, les prix augmentent. Où en est-on? Est-ce que c'est normal? Est-ce que les politiques monétaires sont inopérantes? Est-ce qu'elles ont besoin de plus de temps? Est-ce que finalement c'est plus la catastrophe que prévu? Alors, la politique monétaire, il y en a une dans la zone euro. Effectivement, elle est décidée par le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne à Francfort, et ensuite mise en œuvre et développée par les banques centrales nationales. Donc la Banque de France pour nous. Donc la Banque de France, notre maison mère à l'IEDOM, pour la France. Cette politique monétaire, effectivement, elle est indépendante, c'est important de le rappeler. C'est le traité de Maastricht qui a rendu la politique monétaire indépendante de la politique budgétaire. La politique budgétaire, c'est l'État qui décide de ses recettes et de ses dépenses. Et la politique monétaire indépendante à côté de cela, elle est là pour réguler. Son objectif premier, c'est la stabilité des prix. L'objectif premier de la politique monétaire, la stabilité des prix. Alors, qu'est-ce que cela veut dire tout ça? Effectivement, ce que l'on voit de la politique monétaire, ce que l'on entend de la politique monétaire, ce sont les décisions de ce Conseil des gouverneurs. Je rappelle qu'il se réunit cet après-midi et qu'on attend vraisemblablement, très probablement, une augmentation des taux de refinancement. Taux de refinancement, c'est taux d'intérêt? C'est pas tout à fait cela. Le taux de refinancement, pour faire simple, c'est le taux auquel les banques vont venir emprunter auprès de la Banque centrale pour pouvoir prêter aux agents économiques. D'accord. Le monde bancaire, petite parenthèse très rapide pour essayer d'éclairer nos téléspectateurs. Mais c'est important. Je crois qu'on a tous besoin de comprendre. Très, très rapidement et très simplement, je vais essayer. Les banques prêtent de l'argent, reçoivent de l'argent, etc., ont structurellement besoin de fonds elles-mêmes pour pouvoir fonctionner, prêter. Et elles viennent chercher cet argent auprès de la Banque centrale à des conditions définies par cette politique monétaire. Donc c'est ça, c'est à ce taux-là. Après, ce n'est pas le taux auquel vous allez vous emprunter, parce que les banques elles ont leur coût de fonctionnement, le coût du risque, le coût, etc., d'un certain nombre de leurs services. Et quand le taux de refinancement augmente et que la Banque centrale européenne le décide, ça a quel effet? C'est pour quoi faire? Là encore, c'est la mesure principale, parce qu'il y a des mesures dites non conventionnelles, je ne suis pas sûr d'avoir le temps aujourd'hui de développer. La mesure principale sur le refinancement, là encore, si on veut essayer d'expliquer simplement, vous avez, l'économie tourne à une certaine vitesse.
avec un modèle de prix. Ça a été le cas pendant la dernière décennie, où les taux étaient très bas, très bas. Pourquoi? Parce qu'on voulait continuer à maintenir ce rythme. C'est-à-dire quand on veut que l'économie tourne plutôt vite, on injecte du carburant. Le carburant que l'on injecte, c'est les prêts des banques. Les banques vont prêter, prêter, prêter. On a tout fait pour favoriser ce modèle, pour favoriser le prêt, notamment aux entreprises, mais aux particuliers, etc. Oui, pour acheter des maisons, pour s'équiper, tout ça, oui. Des taux bas, les banques peuvent prêter à des taux bas, ça fait fonctionner l'économie. Aujourd'hui, on a ce souci d'inflation qui est entraîné par un certain nombre de phénomènes, l'offre et la demande, liées notamment à la sortie de la crise sanitaire, puis la crise ukrainienne avec les prix de l'énergie et des produits alimentaires. Là, on a besoin, on va dire, de ralentir peut-être l'économie pour faire baisser les prix. Si je ralentis l'économie, la concurrence va s'amoindrir, les prix vont pouvoir baisser. On veut éviter de rentrer dans une spirale inflationniste. Si on continue à appuyer sur l'accélérateur, à injecter du carburant, l'économie va s'accélérer. On le voit bien ici à Mayotte. Vous avez besoin, il y a une pénurie quand même de produits, oui, etc. Tout ça fait monter les prix. Bien sûr. Donc, tout ce qui est rare et cher. Tout ce qui est rare et cher. On veut un peu ralentir l'économie. On a ces mesures-là, c'est la mesure principale qui sera, parmi les mesures, une des mesures qui sera annoncée cet après-midi. On veut, à travers cette régulation du taux principal d'intérêt, parce qu'il y a d'autres mesures, tenter d'accélérer, de ralentir ou d'accélérer l'économie. Mais si on ralentit l'économie, on va faire baisser le PIB. Si on fait baisser le PIB, on va augmenter la dette. La croissance n'est pas directement liée effectivement à la politique monétaire. Il y a la politique budgétaire, j'en parlais tout à l'heure, qui est là aussi pour jouer son rôle. La politique budgétaire, elle est là notamment pour favoriser l'économie. Donc le PIB, si on voit au niveau national, on imagine en 2022, oui, nous sommes en 2022, un PIB qui devrait être de l'ordre de 2,3% de croissance en France. Et nous, à Mayotte, on se situe comment à Mayotte par rapport à la France? À Mayotte, alors on n'a pas de mesure aujourd'hui, pas encore de mesure du PIB, puisqu'on n'a pas tous les outils disponibles encore pour mesurer. L'INSEE propose des mesures qui sont des mesures à 2 ans ou 3 ans en arrière. Donc là, on a une idée du PIB 2019 qui était autour de 5,8. Donc on est au-dessus de la France, en fait. On pense qu'on est au-dessus du national. Ouais. L'explication est là. Du rattrapage et des besoins, vous l'avez expliqué tout à l'heure. Des grands projets, du rattrapage, de la modernisation, etc. Tout cela fait que, effectivement, notre économie fonctionne plutôt bien. Donc on est sans doute un peu au-dessus. Donc 2,3 au niveau national, avec une inflation, et on pourra conclure peut-être sur ce sujet, qui devrait rester autour de 5,5, entre 5,5 et 6, on va dire. Parce que là, sur les 6 premiers mois de l'année, l'INSEE a rendu, il y a quelques jours, son baromètre mensuel. Et l'INSEE dit, Mayotte, l'inflation depuis le 1er janvier, c'est 6,2. Quant au national, c'est 5,8. Et quand on compare les 6,2 de Mayotte avec les autres départements d'outre-mer, Mayotte est le département d'outre-mer le plus mal loti, c'est-à-dire celui qui subit le plus l'inflation. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Et qu'est-ce qui va se passer ? Oui, qu'est-ce que l'on peut faire ? Ici, localement, il y a des sujets qui sont en cours. Je pense au bouclier, aux discussions avec la distribution. Il y a des choses qui peuvent être faites localement et qui sont faites un peu partout dans les territoires. Au-delà de ça, il y a des mesures nationales, une fois encore, qui sont là pour faire face à ce passage. Ça restera un épisode, je pense, une fois encore, qui va sans doute durer plus longtemps qu'on ne l'avait imaginé, mais ça restera un épisode dans la vie économique. Il y a les mesures nationales, je n'y reviens pas, tout ce que le gouvernement peut faire, et puis les mesures de politique monétaire. La politique monétaire, dans notre schéma, on est là, on voit 6,1, 5,8, on est autour de 6.
Je rappelle que cet écart de 0,3 points, nous l'avions à l'inverse en 2021. On avait 3,1 en national, 2,8 pour Mayotte. Donc on sait pourquoi à Mayotte, le prix du fret, des spécificités, notre dépendance une fois encore aux importations nous amène à ce modèle d'inflation un peu élevé. Ça va durer. Donc ce que l'on peut faire, nous, localement, c'est en cours. Budgétairement, il y a le gouvernement a prévu, enfin le projet de loi est en cours, je crois, on verra ce qu'il en est. Et politique monétaire, on va pas dire on attend cet après-midi, on sait globalement ce que l'on va faire. Et les effets de cette politique monétaire et des décisions prises cet après-midi et des suivantes, ça va produire ces effets dans combien de temps? Alors, la politique monétaire essaie de s'ajuster, parce qu'on ne maîtrise pas tout. Si on nous avait dit ce qui est en train de se passer il y a 6 mois en arrière, on ne l'aurait sans doute pas cru, en disant mais non, c'est pas cela. Donc la politique monétaire a pour objet aussi de s'adapter à tout cela. Si le modèle reste dans ce qu'il est aujourd'hui, dans nos prévisions, on a des modèles qui vont un peu au-delà, notamment qui sont très dépendants. L'inflation est quand même très dépendante du prix de l'énergie, produits alimentaires. Or, énergie et prix alimentaires, cette inflation qui est à 5,6 au national, elle est de 3,3 si on enlève l'énergie et les prix. C'est quand même significatif. 3,3, c'est beaucoup. Et c'est l'instrument d'ailleurs principal de mesure ou l'indicateur de mesure principal pour la politique monétaire. L'objectif de la politique monétaire, c'est de ramener cette inflation à 2. On pense qu'on arrivera à 2 en 2024. Donc on a encore quelques années mauvaises, parce que la dernière fois que vous étiez venu, vous étiez plus optimiste. Bien sûr. Une fois encore, on avait, c'est ce que je disais jusque-là, on s'adapte, on essaie d'avoir une vision. La vision aujourd'hui, c'est avec un prix du baril. D'ailleurs, on est peut-être un peu plus optimiste aujourd'hui sur le prix du baril qui est autour de 100, 102, alors qu'on l'imaginait à 110 il y a quelques mois de cela. Donc on s'adapte. Effectivement, ça va durer un peu plus longtemps. Ça ne va pas aller, selon nos prévisions, une fois encore, nationales. On devrait rester autour de 6 sur l'année 2022. Et nous ici, si c'est 6, parce que là c'est 5,8, donc si de 5,8 on passe à 6, nous ici à Mayotte on passe de 6,2 à combien à peu près? On peut imaginer quoi? Non, c'est très difficile de l'imaginer. Une fois encore, on est à 0,2, 0,3 points. On a quelques détentes, et ça dépend beaucoup, on a dit, de l'énergie. Oui, nous on est peu concernés par le chauffage. On est peu concerné par le chauffage, mais le prix de l'énergie, quand même, je crois que nous battons en termes de consommation de produits pétroliers les records de trimestre en trimestre. Je n'ai plus les chiffres en tête, là, mais notre électricité est tout de même produite à partir de fuel. Voilà. Donc, nous avons quand même une dépendance à ce prix de l'énergie, l'alimentaire, bien évidemment, et le prix du fret. Le prix du fret se détend un peu. On a une légère détente sur les carburants, donc on n'imagine pas une envolée, en tout cas, de cette inflation ici à Mayotte. On devrait peu ou prou, une fois encore, à 0,2, 0,3, peut-être 0,5, suivre le modèle national. Une légère détente sur 2023, mais tout de même qui reste élevée, notamment hors énergie, hors alimentaire, puisqu'on devrait rester autour de 3% sur ce que l'on appelle l'inflation cœur. Et 2024, un retour donc autour de 2, ce qui est ce que l'on a connu avant et ce qui est la cible, en tout cas l'objectif de la politique monétaire pour une bonne stabilité des prix. La stabilité des prix, c'est 2%, pour faire simple. Oui. Parce que si on s'approche du zéro, on prend le risque de descendre sous zéro, c'est la catastrophe, c'est la déflation. Donc la bonne mesure, c'est de 2%. Merci beaucoup, Patrick Croissando. Vous revenez après les vacances pour nous donner des nouvelles rassurantes? Je l'espère. Et nous aussi. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.